Bienvenue à tous dans les interviews de Zen et Prof, où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Claire qui, après avoir été enseignante d'éducation musicale, est aujourd'hui coach pour entrepreneurs. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Aurélia, merci de m'avoir invitée. Un grand plaisir et moi qui ai déjà sous les yeux un peu ton parcours, je sais qu'on va passer un beau moment parce qu'on a de quoi parler de divers domaines de vie, de comment exploiter certaines passions, compétences et c'est juste magnifique. Alors, c'est super, merci d'être là. Prof d'éducation musicale, un choix parce que notamment une passion pour la musique et en plus des parents profs, donc voilà, ça a aidé sûrement à se diriger vers cette voie-là. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, j'ai eu ma petite période de doute, tu sais, au moment du bac et là, de tout ce qui était orientation. J'ai eu quand même des petites résistances, tu vois. J'ai fait des dossiers pour de l'architecture, par exemple, du design intérieur. J'ai fait action commerciale en même temps que musicologie. Donc, j'étais pas quand même, je me suis dit, je vais quand même pas faire prof comme mes parents. Il y avait cette petite résistance. Puis finalement, j'y suis allée parce que, bah, évidemment, j'aime les enfants, j'aime les ados et surtout, j'aime créer des beaux spectacles. Donc, c'était un beau terreau pour voilà, faire cette expansion-là, en tout cas musicale et humaine. Et du coup, tu étais prof en quoi? En collège, en lycée? Alors, en musique, il n'y a pas beaucoup de postes en lycée. J'ai eu de la chance d'avoir un lycée la première année, mais après, c'est très, très D'accord. recherché, on va dire, et très rare. Donc, j'ai surtout fait du collège et j'ai la chance d'avoir un mari qui, par son boulot, déménage beaucoup. Donc, du Oui. coup, j'ai voyagé, j'ai exploré pas mal de lycées, de collèges surtout. Et je crois que, si je compte bien, j'ai fait 17 collèges. Dans 17 pays différents? Mais Non. non, c'est l'éducation nationale française. Donc, alors c'est vrai que j'ai été en Allemagne, c'était mon premier poste, Ouais. mais ça reste l'éducation nationale française. C'était dans un lycée français à l'étranger. Mais Oui, quand oui. tu dis beaucoup bouger, c'est quoi alors? C'est en France que tu En as... France, oui, en France ou, voilà, ou dans les dom aussi, mais Oui, oui, les sinon, dom-toms. Ok. voilà. Mm. Ok, parce que c'est vrai qu'il y a des lycées français à l'étranger aussi et tu aurais pu C'était mon bouger premier pas poste, mal. oui, lycée français à Ouais, ouais, l'étranger. d'accord. Mm. Et là, d'ailleurs, t'es où? Parce que moi qui suis avec un pull d'hiver, on te voit toi en débardeur, ils vont se dire, soit il y en a une très frileuse, soit... Là, je suis à Tahiti, donc pareil, je suis mon mari aussi qui a un poste là. Et bon, maintenant, je suis plus en collège, donc je suis plus mobile puisque je travaille sur Internet. Ouais, super. Super. Et du coup, tu as monté pas mal de spectacles. Je voyais quand j'ai lu un petit peu ton résumé là, incroyable, des projets musicaux, mais des gros projets, hein, opéra, etc. Enfin, Oui, c'était... je pense que c'est un petit peu le kiff des profs de musique de pouvoir réaliser des belles expériences, de pouvoir les offrir, ces belles expériences aux élèves, les faire monter sur scène et puis ben, les faire s'exprimer avec l'art qu'on a. Mais enfin, en fait, c'est très multiple parce que quand on fait un spectacle vivant, il n'y a pas que la musique, hein, il y a la danse, la mise en scène, les décors. On peut investir aussi beaucoup d'élèves qui ne veulent pas aller sur scène dans tout ce qui est coulisses, techniques. Donc, c'est vraiment très complet. Et voilà, donc moi, ce que j'adore, c'est d'avoir un collège et d'avoir tous les, tous les enfants du collège dans le projet, quoi. Ça, c'est le gros kiff. Bon, évidemment, il y en a qui n'ont pas cette sensibilité, mais on peut raccrocher des gens qui sont pas forcément musiciens ou qui sont pas forcément à l'aise sur scène sur des projets, donc c'est bien aussi. Ouais. Et du fait que tes enfants, eux, ont été dans des lycées internationaux, tu disais que ça t'avait aussi ouverte à d'autres pédagogies et que tu as mis ça en place après dans tes postes. Oui, alors bon, déjà, moi, j'ai eu une ouverture incroyable puisque j'ai été dans 17 collèges, un professeur dans 17 collèges. J'ai aussi beaucoup fait des projets avec les écoles primaires, avec les lycées du coin. Il y a des spectacles, des fois, il y avait 7, 8 collèges en même temps. Waouh. On a même fait une expérience incroyable avec 10 000 enfants sur scène dans un stade à Lille. Donc, c'était, bon, c'est pas organisé par moi, ça, mais c'était sur France 2, etc., dans le cadre de Prodige, l'émission Prodige. Donc, voilà, les gros spectacles, j'ai l'habitude, mais aussi faire de la cohésion hein, dans l'équipe de profs déjà, et puis ben, entre les enfants entre eux, multigénération, donc ça c'est sympa. Et puis avec cette ouverture, ben, on est allé encore plus loin puisqu'on a vécu effectivement à l'étranger, qui nous a permis
d'avoir cette ouverture internationale et aussi sur une école. Alors, c'était une école vraiment particulière qui avait une pédagogie très ouverte et très ancrée sur les valeurs. Et c'était une école juste incroyable. J'ai 5 enfants, donc j'ai pu avoir à ce moment-là, de la maternelle au lycée, voir comment ça se passait de l'intérieur. Et c'est une école juste, tu arrives dans l'école, les gens chantent, se font des câlins, jouent à saute-mouton même au lycée. Enfin bon, c'est vraiment, tu as l'impression que c'est le paradis, les maîtresses sourient. Enfin voilà, c'est extraordinaire. Plus de 110 nationalités représentées. Oh là Et là. surtout, une pédagogie sur les valeurs, il n'y a pas du tout de pédagogie de l'échec. Et puis, voilà, en expérimentant ça avec mes enfants, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas réussir à retourner dans le système traditionnel français. Et puis, finalement, en revenant, je me suis dit, allez, si j'y vais, mais j'y vais avec mon drapeau blanc de chevalier, tu vois, je vais apporter la bonne parole. Et j'étais vraiment missionnée, tu vois, pour me dire, il y a des choses à faire, on peut bouger les choses, j'y crois. Voilà, c'est comme ça que je suis revenue dans l'éducation Et nationale. entre-temps, tu t'étais formée en neurosciences et un peu tout ça, non? Ou c'est après? Oui, non, alors c'est tout au long de mon parcours de vie, j'ai toujours été intéressée par le développement personnel, les groupes de parole. Enfin, j'ai animé beaucoup de choses au niveau associatif et les neurosciences et sciences cognitives, oui, j'ai eu un intérêt fort pour ça. Le cerveau et la musique en particulier, mais aussi tout ce qui était apprentissage, apprendre autrement, développer ce qu'on appelle les cogniclasses, donc Oui. des écoles un peu pilotes ou des classes où on mettait des pédagogies particulières, donc une équipe de profs qui étaient intéressés par ça aussi. Maintenant, ça bouge beaucoup plus lentement que ce qu'on voudrait, hein, toujours dans l'éducation nationale. Pour bouger le mammouth, c'est pas facile. Donc, oui, j'ai profité en fait de 3 ans à l'étranger où du coup j'avais pas de poste dans l'éducation nationale pour me former. Alors j'ai fait autre chose aussi, j'ai fait un CAP de cuisine, donc rien à voir, mais bon, c'est mon côté créatif qui avait besoin de s'exprimer. Mais j'ai aussi développé voilà, tout ce qui était sciences cognitives, développement personnel, pleine conscience. Je me suis certifiée en tant que coach à ce moment-là. Voilà, entre autres. Pas 3 ans de perdu, loin de là. Voilà, c'est ça. Et là, tu as un CAP cuisine et une Ouais. formation donc en design culinaire. Et tu en as fait quelque chose ou c'était juste pour le fun? En fait, partout là où j'allais, j'ai toujours ouvert un club cuisine. Voilà, donc c'était plus ou moins euh, à la bonne franquette ou un peu plus organisé. Donc à Maastricht, c'était un club cuisine international, du coup, beaucoup plus. Voilà. Et dès que j'ai eu mon CAP cuisine, j'ai fait des gros événements aussi, par exemple. Un repas pour les réfugiés de 100 personnes. Enfin, voilà, je me sentais capable de Ah oui. manager quelque chose comme ça. Donc, bon, j'ai quelque chose avec les projets. Oui, J'arrive à monter des ouais, projets de avec les grande projets, envergure. mais Donc, avec les projets et la notion de groupe, quoi. Parce oui, tout à que fait. on peut avoir des projets, mais un peu plus en solo Oui. ou un petit noyau, mais là, à chaque fois, c'est un nombre impressionnant. Et d'ailleurs, tu as un groupe Facebook. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Tu peux en parler maintenant, vu qu'on parle de groupe et Oui, bien d'animation. sûr. Ouais, ouais, c'est vrai que le groupe, ça a toujours fait partie de mon histoire. Et quand je fais quelque chose, j'ai envie d'emmener les gens avec moi. C'est Mm. vraiment ça fait partie de mon caractère. Et le groupe que j'ai sur Facebook, c'est un groupe pour entrepreneurs, pour que les entrepreneurs s'entraident. Donc, il s'appelle Je booste mon entreprise. Et effectivement, en ce moment, il y a presque 4500 personnes sur ce groupe. Donc, c'est assez chouette. Oui, Voilà. L'entraide est quelque chose de précieux, donc voilà, la favoriser, c'est intéressant. oui. Et tu fais ça très bien d'amener dans tes posts, dans tes publications, dans tes lives. Voilà, on sent vraiment ce côté ensemble. On avance, on est certes chacun avec nos projets, de plus ou moins grande envergure, mais il y a quelque chose de commun et c'est très beau à voir, à vivre. Donc, C'est voilà. ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat l'esprit mastermind. Hein. Le mastermind, c'est pas qu'un jeu de société, c'est aussi une entité d'entraide et de famille, en fait, famille professionnelle de cœur, parce qu'on va vraiment aussi démêler des nœuds très profonds. Et bon, moi, je travaille de manière holistique pour que l'entrepreneur devienne chef d'entreprise accompli. Et j'utilise le format du mastermind notamment, parce que c'est Mm. vraiment quelque chose qui me colle à la peau.
Et on reviendra sur ce point-là pour justement les enseignants qui nous écoutent et qui ont peut-être quelques freins avant de prendre une autre casquette qui est vraiment pas évidente quand on a été que fonctionnaire et qu'avant on a été que élève et qu'on n'a pas forcément eu une autre vie professionnelle entre, c'est loin d'être évident. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais avant, c'est mais pourquoi être partie de l'éducation nationale, vu que tu montais des beaux projets, tu avais l'air quand même de t'y épanouir. Va se passer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis éclatée tant que j'ai pu. Je suis très créative et en même temps, j'ai besoin de cette liberté de création. Et quand c'est limité, ben, je suis frustrée, quoi. Donc, ça dépend des postes, ça dépend des endroits, ça dépend des périodes. J'ai eu notamment 2 périodes plus difficiles qui m'ont menée à des burn-out. Donc, j'ai connu ces périodes-là. Alors, la première fois, alors j'avais une situation, on va dire, familiale un peu complexe parce que mon mari était parti 6 mois en Afghanistan. J'avais 5 enfants, dont 2 bébés, une maison à continuer à construire. Et voilà, et je reprenais mon poste. Et au bout d'un moment, j'ai bien compris que le chef que j'avais, ça n'allait pas être facile, voire il m'a mis des bâtons dans les roues pour mes projets. Et puis sur ça, ma petite 5e, elle se mettait pas debout, elle était souvent aux urgences. Enfin, voilà, il y avait une combinaison de choses qui ont fait que c'était trop pour moi. Et voilà, j'ai juste eu besoin de prendre du recul à ce moment-là. Et voilà, donc une première étape qui m'a fait, on va dire, plus me recentrer sur ma famille, parce que c'est quand même plus important. Et puis, voilà, bon, plusieurs années après, en revenant tu vois, de cette période où j'ai vu autre chose au niveau pédagogique avec mes enfants à l'international, j'ai apporté beaucoup au collège où je suis arrivée. J'ai vraiment apporté beaucoup, que ce soit au niveau matériel, humain, expérience pour les enfants. Voilà, on a amené la pleine conscience, on a amené des expériences voilà, qu'ils ne faisaient jamais. Et puis, bon, au bout d'un moment, je prends trop de place pour les gens qui sont là. C'est-à-dire que à chaque fois, j'arrive avec plein d'idées, plein de projets. Et malheureusement, ceux qui sont en place, ça leur fait peur, je pense. Hein, et je ne suis pas du tout là pour prendre le pouvoir ni rien, mais c'est trop. Donc, voilà, je comprends aussi qu'il y ait des résistances qui s'installent. On a toujours fait comme ça, qui bloquent les innovations, ce qui fait qu'on ne s'est pas compris avec ma chef et voilà, ça a fait un clash. J'ai essayé jusqu'au bout, peut-être un peu trop pour elle et peut-être un peu trop pour moi. En tout cas, j'avais cette responsabilité d'avoir commencé un projet avec 7 établissements et plein d'élèves et plein de profs et plein de parents qui étaient super engagés, mais une résistance, on va dire, administrative qui a tout fait capoter, qui a du fait coup. tout capoter. Voilà, donc j'ai porté cette responsabilité, en fait, d'avoir emmené tous ces gens avec moi, qui a été difficile. Je suis encore dans une période où si j'y pense trop, c'est sensible, quoi. Ouais, je le sens, Donc, j'ai des et frissons. puis, ouais. Et puis, cette impression, en fait, d'avoir abandonné mes élèves, quelque part, parce qu'ils comptaient sur moi. Bon, évidemment, tout le monde est remplaçable et je pense que ça, c'est important à dire justement dans ton interview. C'est que voilà, il y a la vie continue et les élèves, ils enchaînent les profs et ce sera OK. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, on a de la culpabilité qui arrive très vite dans ces moments où on est fragile. Et ça n'a pas été simple parce qu'effectivement, j'aime ce métier, j'aime transmettre, j'aime la musique, j'aime faire vivre de belles expériences aux élèves. Donc, ça n'a pas été un choix facile de ce côté-là. Mais je me suis dit à ce moment-là, j'avais un bagage qui me permettait, bon, j'étais déjà coach en fait, je coachais déjà des adultes sur d'autres projets et je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose d'autre à jouer ailleurs, à apporter. Et puis, à force de faire du coaching, j'ai aimé accompagner des gens qui avaient des projets justement et notamment des projets de vie qui avaient besoin de donner plus de sens, de besoin de retrouver l'essentiel pour eux, mais aussi de contribuer au monde. Et
Mais en fait, c'est ce que j'attire, des entrepreneurs qui sont un peu missionnés aussi, comme j'ai pu trouver des profs missionnés, pas tous, mais voilà, il y en a quand même beaucoup. Et voilà, donc je retrouve ce côté-là dans un entrepreneuriat qui, a priori, c'était un monde que je connaissais pas du tout et où j'avais les mêmes a priori que j'imagine beaucoup de profs. Et j'ai découvert ce monde avec grand plaisir. Ok, et donc du coup, tu as posé une démission. À l'époque, tu as pu demander une IDV. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est indemnité de départ volontaire pour création d'entreprise. C'est ça hein, que tu as mis en place? Ouais, alors le parcours est un petit peu long et lent, Oui. même va un peu trop lentement à notre goût souvent, mais il faut se laisser ce temps parce que c'est une maturation à faire qui prend plusieurs mois, hein, au moins une grossesse, je pense, voire plus, hein, puisqu'on dit qu'un burn-out, ça commence 18 mois avant. Donc, il faut se laisser ce temps. Et du coup, pour me laisser ce temps, je me suis dit, bah, je vais m'occuper de moi. J'avais besoin de me faire opérer des 2 pieds. J'ai fait ça. Je me dis, on commence par ça. Et tu Et étais en après, dispo à ce moment-là? Ah non, en arrêt maladie peut-être. en arrêt, Oui. enfin, le médecin de l'éducation nationale a dit tu ne peux pas retourner dans cet établissement, c'est pas compatible. Enfin, Oui. voilà, les personnages ne sont pas compatibles en tout cas. Donc, évidemment, je me suis posé la question d'une mutation, enfin, de plein d'options. Hein. Oui. Mais finalement, j'ai monté mon entreprise en micro-entreprise au démarrage pour voir si, bon, est-ce que c'est une piste intéressante pour moi, est-ce que je m'y plairais parce que, si tu veux, l'indemnité de départ volontaire, elle se fait avant de créer l'entreprise. Enfin, on crée Oui. l'entreprise après cette demande. Oui. Donc, c'est quelque chose à savoir. C'est-à-dire que si on a envie de commencer à voir est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas, est-ce que ça me plaît. Et pour ça, la micro-entreprise est très bien comme statut. Et en même temps, on ne peut plus demander après d'indemnité de départ volontaire pour ça. Du coup, maintenant, de toute façon, tout a changé, hein, puisqu'il passe sur le statut rupture conventionnelle. Voilà, je cherchais le Il y mot. a ça maintenant qui arrive et c'est très bien. Voilà. Mais c'est vrai que quand la décision de quitter l'éducation nationale ne correspond pas toujours à la décision de créer une entreprise ou alors de la décision de se dire ça y est, ça marche, j'y vais. Enfin voilà, la temporalité est déjà très longue. Ça, faut vraiment se dire je me prends le temps de mûrir mon projet. En encaissant des fois beaucoup de choses à l'extérieur, de messages pas toujours simples. Hein. Mais voilà, que je me ressens sur moi, sur ce que je veux vraiment, sur ce qui a du sens, ce qui est important, que je préserve, et puis ce qui n'a plus sa place dans ma vie C'est actuellement, ça. qui avait peut-être sa place avant, mais c'est pas le cas maintenant. Et pour faire ce tri-là, il faut vraiment être bien avec soi, donc se reconstruire. Et si on a été blessé, bien sûr, ce qui est souvent le cas malheureusement hein, dans ces changements de vie, mais pour la bonne cause en général, si on a le courage d'aller effectivement vers ce vers quoi on est appelé, quoi. Et donc l'indemnité de départ volontaire, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai démissionné la veille de la demande d'indemnité de départ volontaire, et donc j'ai créé une société le lendemain. D'accord. Là, tu es toujours sous statut de société. C'est quoi maintenant? Oui, c'est ça. Une D'accord. SARL ou EURL. Ouais. Ok. Ok, ok. Et donc maintenant, l'entrepreneuriat, alors, dire deux, trois mots dessus pour justement aider un peu les enseignants à peut-être auraient envie d'aller sur cette piste, mais qui ne savent pas finalement bien ce que c'est, les enjeux derrière, quelles sont nos façons peut-être d'être ou de faire qu'il faut laisser décanter afin de devenir autre chose autrement. Alors, comment C'est tu bien peux dit. nous aider? C'est bien dit parce qu'effectivement, en tant qu'enseignant, très souvent, on n'a jamais quitté l'école. On a peut-être même un environnement autour de nous, nos parents ou notre famille plus éloignée, qui sont dans ce milieu-là, ou alors qui sont fonctionnaires. Il y a un esprit spécial, particulier hein, pour les gens qui sont déjà salariés et en plus fonctionnaires, qui fait que pour devenir entrepreneur, vraiment, il faut penser d'une autre manière. Ce qui m'a frappée, c'est que bon, j'avais déjà une ouverture assez forte hein, avec mes différentes expériences, mes mouvements de vie, l'ouverture internationale, mais je ne connaissais pas du tout l'entrepreneuriat.
Et je me suis rapprochée de personnes voilà, qui pouvaient m'apporter ces pistes-là. Et on a fait toute une journée à Paris. Et à la fin de la journée, celui qui organisait, c'est presque comme s'il avait voulu apporter énormément et qu'il était un peu dépité à la fin en disant de toute façon, si on n'a pas le mindset, c'est foutu. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me dis là en fait? Ça veut dire quoi? Le mindset, c'est l'état d'esprit. Donc il y a effectivement un état d'esprit très particulier euh, qui fait que il faut apporter de la constance, de la persévérance, ne pas se laisser avoir par toutes les histoires qu'on se raconte, ne pas vendre son temps comme tu vois quand on est salarié, on vend son temps finalement, on a une idée de je vaux tant à l'heure. Et dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas réfléchir comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas non plus dire plus je travaille, plus je gagnerai. C'est pas forcément comme ça que ça marche. Enfin, voilà, donc il y a des choses qui vont être remises en question, notamment peut-être au niveau du salariat, en particulier du fonctionnariat. On a l'impression qu'on a des droits et des dus. Et alors quand on est entrepreneur, il faut tout construire pour soi, quoi. Mm. On n'a même pas forcément de retraite, quoi. Mm. Donc si on tombe malade, si on n'a pas prévu les arrières, c'est compliqué, etc. Mm. Donc c'est vraiment une façon de penser différemment. Et on est vraiment acteur de tout ce qu'on génère, tout ce qu'on crée. Donc il faut en prendre cette responsabilité-là. Alors que c'est vrai que quand on est salarié, on a toujours quelque part quelqu'un au-dessus de nous à qui on peut rejeter la faute et c'est bien pratique. Donc là, oui, c'est vrai que... Alors, il y a différentes étapes. Je dirais que quand on est salarié et qu'on entre dans l'entrepreneuriat, on pense d'abord, je vais être indépendant. On met des mots comme ça, ou alors je vais que être micro-entrepreneur. Donc ça fait moins peur. Et puis après, on dit, ah oui, je suis entrepreneur. Puis après, je suis entrepreneur et j'ai une vision. Je vois loin, j'ai un rêve, je veux changer le monde, etc. Et puis, je suis chef d'entreprise. C'est encore une autre étape. C'est-à-dire que je peux avoir une équipe déléguée, être responsable de plus grands, etc. Donc, il y a des stades et c'est normal qu'on mûrisse petit à petit. Mais il faut le savoir dans le sens où quand on commence, voilà, on n'a pas encore la maturité, j'allais dire, mais en fait, quand on veut faire autre chose, il faut devenir une autre personne quelque part. On reste soi-même et au contraire, on va plus au cœur de soi-même. Mais quelque part, on a besoin de changer et aussi de changer d'environnement. Parce qu'on a des messages négatifs qui peuvent être difficiles à avoir quotidiennement. Voilà, par exemple, l'entourage des profs ne comprenait pas. A compris le conflit, si tu veux, avec le chef, mais n'a pas compris que je puisse envisager de me mettre à mon compte. C'est ça. Parce que, mais Anne-Claire, tu peux faire que prof. Donc, c'était vraiment ça. C'était, voilà, bon, en fait, on peut faire plein de choses, on peut suivre ses rêves. Et si on a la possibilité, la capacité de le rêver, c'est qu'on est en capacité de les réaliser. De le réaliser, tout à fait. Et là, tu parles de l'extérieur qui dit, mais enfin, t'es prof, tu ne peux rien faire d'autre. Et quelque part, quand c'est l'extérieur, on peut peut-être plus facilement s'en détacher, mais très souvent, c'est un dialogue purement interne qu'ont les enseignants en se disant, mais je n'ai rien fait d'autre et je ne sais rien faire d'autre sans se rendre compte de toutes les potentiels et les capacités qu'on a, mais rien qu'à être prof, à soulever des montagnes, alors surtout toi avec tous les projets que tu montais, mais même si on monte, enfin, moi j'ai jamais monté de projet de dingue, et pourtant, enfin, un petit côté MacGyver à des moments, parce que on arrive à réussir des trucs avec des moyens qui sont pas top, et pourtant, il y a toujours une petite voix. Alors moi je l'avais pas, et je pense que c'est ce qui m'a aidé à vite pouvoir me dire allez go. Mais je me souviens très bien également en salle des profs d'une collègue, notamment en français, qui était au bout du rouleau, elle était crevée, et de ruminer, mais je ne peux rien faire d'autre, je ne peux rien faire d'autre. Et un peu comme un mantra, mais le truc, c'est que les mantras positifs, à la limite, ça peut un peu aider, mais des comme ça, c'est ce que nous, après, dans le jargon, on parle de croyances limitantes, etc. Mais voilà, alors en plus, quand l'extérieur s'y met, ça aide pas. Mais bon, tu leur as prouvé que si, tu étais largement
Ça met un certain temps. Bon, c'est vrai que moi, j'avais énormément travaillé au niveau développement personnel. Ça ne m'a pas empêché de faire ce burn-out. Mais voilà, j'avais une grande conscience, en fait, des choses pour ne pas me laisser voilà, emporter par ça. C'est souvent beaucoup plus dur quand c'est évidemment le conjoint ou les parents. C'est très fort. D'ailleurs, mes parents m'ont demandé il y a 15 jours seulement ce que je faisais. Tu vois. Donc, pour eux, ils n'ont pas compris, quoi. Parce qu'ils sont profs tous les deux. Eh oui. Et voilà. Bon, déjà, être coach, quelque part, ça fait un peu secte, non? Et puis, l'entrepreneuriat, mais c'est quoi? Tu aimes gagner des sous? Je fais vraiment des clichés, là, mais c'est vraiment aussi les clichés qu'ont les profs en général et qu'on a nous-mêmes en arrivant dans ce milieu-là. Alors, en fait, c'est vraiment un chemin, hein, c'est vraiment un chemin, un cheminement. On découvre les choses petit à petit, par soi-même en général. On fait des expériences qui sont plus ou moins heureuses. On fait des erreurs. Et là, on arrive vraiment dans un monde qui est déjà autre chose que ce qu'on a appris. Parce qu'avant, on allait à l'école, tant qu'on réussissait, on allait vers le diplôme. Donc la carrière, quelque part, tu vois. Et là, c'est pas pareil parce qu'on apprend seul en tombant. Donc, il faut déjà avoir cet état d'esprit à chaque fois que je tombe, je vais apprendre quelque chose. Et c'est merveilleux. Parce que sinon, si on tombe et qu'on ne se relève pas, on dit c'est pas pour moi finalement, je me suis trompée. Et on va vite abandonner, ce qui arrive à énormément d'entreprises qui ouvrent. Hein. Donc, voilà, cet état d'esprit de persévérer, de se dire en fait, chaque fois que je tombe, c'est pas un échec, c'est un échec que si j'ai décidé que ça l'était. Mais sinon, c'est simplement, ça fait partie du chemin pour que j'apprenne. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, il y a beaucoup, effectivement, à redire après sur l'éducation. Mais bon, le dialogue intérieur, tu sais qu'en fait, on se parle à soi-même 50 000 fois par jour. C'est juste impressionnant. Et 80% de ce qu'on se dit n'est pas positif. Ouais. Négatif. Alors que pour avoir une bonne relation, donc une bonne relation avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre, la bonne balance, c'est pour une remarque négative, il en faut 5 positives. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est un scanner à négatif. Il cherche le danger, donc les choses négatives. Et malheureusement, on a tendance à mettre l'attention dessus et ce sur quoi on met l'attention grandit. Du coup, on fait facilement grandir du négatif qui, à l'origine, peut-être n'existe même pas. Hein. C'est juste une idée, une croyance, une supposition. Donc, vraiment aller chercher la vérité, être toujours dans les faits et puis s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien, nos accomplissements, là où on a du succès et même là où il y a des toutes petites victoires. Oui, je suis tombée, mais j'ai appris ça. Donc, c'est une victoire. Donc, s'appuyer sur vraiment les choses positives, ça fait partie de l'état d'esprit, vraiment, pour réussir à être entrepreneur. Sinon, c'est vrai que c'est difficile. Parce que on se prend plein de râteaux, quoi. Clairement, c'est ça. Donc, ce qui va être important et ce qui sera certainement beaucoup le cas pour des enseignants qui peut-être se trouvent un petit peu trop pétriqués au niveau de l'éducation nationale et qui ont envie de plus. En fait, ils n'ont pas envie de plus au niveau argent, ils ont envie de plus au niveau contribution. Et ils vont être portés par une mission de vie qui va s'affiner. Peut-être qu'à un moment donné, par exemple, leur mission de vie, c'était d'aider les enfants et qu'au bout d'un moment, ils vont se dire, finalement, si j'aide les parents à avoir une meilleure éducation avec les enfants, j'aurai plus, ça a plus de sens pour moi à ce moment-là de ma vie. Et bon, voilà, c'est un exemple, mais en général, on a ce fort besoin de contribution, de transmission aussi, puisque les profs sont dans la transmission. Et si on est vraiment avec cette mission de vie au quotidien, ça nous donne un feu pas possible. Donc, on est capable effectivement d'aller très loin. Attention à ne pas se brûler non plus. À ménager son temps, sa monture, son équilibre de vie, ça c'est très important. Ceux qui ont fait des burn-out connaissent les signes, mais des fois repartent tête baissée dans le même rythme. Donc faire attention à ça parce que ouvrir une entreprise, ça demande beaucoup de temps et on n'a pas de barrière, on n'a pas d'agenda, on n'a pas de lieu souvent spécialement pour ça. Hein, et quand on fait ça à la maison, ça peut nous prendre jours et nuits, week-ends, etc. Et on peut facilement déraper dans
mon enfant vient me demander quelque chose, mais non, j'ai pas le temps, maman travaille, etc. Donc, vraiment se ménager, ménager ce qui est important pour nous et pas se chercher d'excuses en disant, mais là, je peux pas parce que tu comprends, je suis en lancement, là, je suis en train de... Et il y a toujours une bonne excuse pour trop travailler. Mais ça mène... Et en plus, c'est un piège très connu des enseignants, parce que tout ce que tu décris, travailler chez soi, travailler jour et nuit, pas avoir des congés officiels, des zones A, des zones B, mais en fait, pendant ce temps-là, on bosse, voilà, la plupart. Mm. Et du coup, c'est ce que tu disais très bien dans ce temps de maturation, si on veut démissionner, c'est de se poser avec mais qu'est-ce que je veux plus vivre? Quels sont les écueils dans lesquels je suis tombée et que là, il ne faudra pas m'y reprendre? Et qu'est-ce que j'ai à guérir? Parce que sinon, il ne faut pas se leurrer, hein. Ce qu'on n'a pas guéri avant revient en gros boomerang juste après. OK, ça sera en tant qu'entrepreneur, mais ça sera le même vécu, hein. Il n'y aura rien Oui, de mais changé c'est sous le vrai qu'il y a soleil, une hein. typologie de personnes et de façons de travailler. Il y en a qui sont addicts au travail, hein. Mm, Beaucoup hein, dans ce que tu décris. mm. Et en même temps, je me souviens d'un inspecteur qui... J'avais fait des beaux classeurs et tout pour quand il arrive et tout ça. Tout était impeccable. Et il me regarde et dit, mais Madame Quantique, c'est pas à vous de travailler, c'est aux élèves de travailler. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me dis, mais oui, en fait, moi, je suis juste là pour faciliter les choses. Mm. Ce que j'aime beaucoup dire de l'entrepreneur, en fait, l'entrepreneur, c'est un visionnaire. C'est pas forcément lui qui doit implémenter les choses. En fait, le boulot de l'entrepreneur, c'est de se balader dans la forêt et de réfléchir. Et quand on voit ça, on se dit, OK, bon, bah alors ça, je vais déléguer. Moi, je vais m'occuper de la vision, la stratégie globale, évidemment, de la relation client et de la prestation. Donc, ça, il y a le boulot de chef d'entreprise et le boulot d'expert. Mais après, tout ce qui est opérationnel, implémentation, tout ça, il faut arriver à déléguer ça pour pas être perdu dans plein de petites tâches et s'épuiser. Mm. Ça, voilà. Ça met un peu de temps à se mettre en place, surtout que les entrepreneurs, enfin profs et entrepreneurs qui sont par exemple en cumul d'activités, c'est souvent des personnes dans des liens artistiques, la peinture, la couture. Et en fait, à déléguer, ben, c'est pas si simple parce que C'est pas simple du tout, hein, même pour des entrepreneurs qui sont établis depuis un moment. Enfin, je pense par exemple à des métiers du relationnel, du service, de la thérapie, comme tu décris, hein, peut-être de l'art-thérapie, etc. Euh, Parce que, en particulier, les profs ont appris à tout faire tout seul, quoi. mm, Il fallait gérer la classe, donc trouver des solutions, même au dernier moment, MacGyver, comme tu disais. mm, Donc, ils ont appris à faire tout seul. Et c'est encore là un état d'esprit à mm. travailler. Il y a aussi la relation à l'argent. Il y a plein de choses qui ont besoin d'évoluer. Euh, on va aussi avoir le fameux syndrome de l'imposteur qui va être fort parce que on est très fort dans notre expertise, mais on est débutant dans l'entrepreneuriat. Et il va y avoir une espèce de dilemme là qui va entrer en compte. Mais cela dit, hein, le syndrome de l'imposteur, même des gens qui ont beaucoup de succès l'ont encore. Donc, c'est juste notre dialogue intérieur qui Mm. continue. Par rapport aux conseils que tu voulais aussi donner, Je pense que pour savoir vraiment ce qui va être bon pour soi, parce que des fois, il y a des solutions sparadrap, si tu veux, mhm, qui nous font croire que ça va aller mieux, mais en fait, le schéma va se reproduire parce qu'on n'a mhm, pas changé de contexte complètement, tu vois. Et donc, pour ça, le mieux, c'est de sortir de la boîte pour pouvoir avoir un autre angle de vue. Donc, si on peut se créer cette possibilité, c'est pas si on l'a, si on se la crée, mhm. cette possibilité d'avoir une retraite quelque part, hein, d'avoir un moment au calme avec soi pour revenir à ses amours d'enfance, quelque part, hein, à ses rêves d'enfant, à tout ce qui nous fait vibrer, mais qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas osé, ou qu'on nous a dit que c'était pas le moment, etc., de les épanouir. Mhm. Donc, vraiment, voilà, suivre son cœur, remettre du sens. Qu'est-ce qui a du sens? Retrouver ses valeurs, qu'est-ce qui est important? Et, euh, et puis, des fois, simplement se dire, mais c'est quoi ma vision? Quand j'entends vision, pour moi, c'est quelque chose qui est au-delà de ma vie. C'est-à-dire, Mhm. comment je veux que le monde soit après moi. Mhm. Et quand j'arrive à trouver ça,
et bien du coup, je vois des chemins se dessiner. C'est-à-dire, pour aller vers là, moi, je peux aider le monde dans ce sens, ou dans ce sens, ou dans ce sens, mais il va falloir que je me forme, ou dans ce sens, mais il va falloir que je m'épaule d'une équipe, etc. Enfin, voilà, j'ai plusieurs options. Et ces plusieurs options, c'est ma mission. Et donc, du coup, je choisis une mission et ça va en général être la mission de l'entreprise. Donc, l'entreprise n'est qu'un outil, mais ça peut être, effectivement, comme tu l'as dit, hein, être salarié ailleurs ou, enfin, voilà, il y a plein d'autres solutions pour accomplir sa mission. Mais je pense que le plus important, c'est de trouver ça, son ikigai, sa vision, sa mission. Alors, c'est quelque chose qu'on ne fait pas quand on est dans son milieu normal. Il faut sortir, il faut être connecté à la nature, avoir du temps pour s'écouter. Parce que voilà, quand on est enseignant, on est tout le temps tourné vers le don, vers les élèves, et puis vers le futur de qu'est-ce que je vais faire après comme cours, etc. Donc la prospective, mais on est tout le temps occupé. On n'a pas le temps en fait de s'écouter. On prend pas ce temps et du coup on ne sait pas faire. Donc voilà, tout simplement se dire là je vais me poser. Je suis en vacances mais je vais pas bosser. Je vais simplement marcher. Et en marchant, il y a des choses qui vont venir. Ou alors j'écris. Je peux écrire plein de pages avec ce qui vient. Enfin voilà, il y a plein de techniques possibles, mais pouvoir trouver ce temps ou alors avoir une discussion avec quelqu'un qui est sage ou qui est inspirant, avoir des chocs en faisant des ateliers particuliers. Enfin voilà. Donc trouver c'est quoi qui me fait vibrer. Et là, à mon moment-là de ma vie, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai besoin de retrouver c'est quoi que je vais faire. Et souvent, pour les enseignants, c'est en quoi je suis utile au monde. Et une fois que j'ai trouvé ça, alors ce moment-là, ben voilà, go quoi. Quand on est complètement en phase avec ça, après, c'est facile. Mais encore une fois, il faut se préserver et continuer à s'écouter. Voilà. Et pour se détacher, parce qu'en général, évidemment, malheureusement, les enseignants qui vivent cette rupture, alors, je ne dis pas que ce sont les meilleurs, mais en fait, ce sont les plus missionnés, les plus investis et ceux aussi qui vont avoir la plus grande conscience professionnelle et donc de la culpabilité à se détacher. Donc, voilà, ne pas se sentir indispensable, enfin, comprendre qu'on était là, mais parce que à ce moment-là, c'est ce qui devait arriver. Et ce qui va arriver plus tard, ben, ça doit aussi arriver. Et d'avoir cette résilience qui fait qu'on peut avancer. Sinon, on est coincé. Donc, ne pas s'accrocher ni aux collègues, ni aux élèves, ni je sais pas, à l'école en elle-même, à sa mission de prof. C'était une mission à un moment de ma vie. Et je suis sur autre chose. Et c'est pour ça que c'est souvent plus facile aussi de se dire, je vais vers une autre mission plutôt que je vais vers un truc hyper perso, égoïste, quelque part. Voilà. Donc, c'est ça que les gens ne comprennent pas forcément autour de nous. Mais en fait, on va vers une autre mission. Et ne pas en vouloir à notre entourage qui ne comprend pas, parce qu'en fait, les remarques les plus dures sont souvent celles des gens qui nous aiment le plus. Ils veulent juste nous protéger. Ils ont leur histoire et leur compréhension des choses. Et on peut leur laisser le temps. Et puis, des fois, ça n'arrivera jamais, mais c'est OK, quoi. Mais aussi s'entourer de gens qui, justement, vont nous aider sur le process. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé mon groupe aussi. C'est pour que vraiment, on se sente entouré. Parce que la solitude pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de terrible. Être seul, c'est la mort de l'entreprise. Donc, il faut vraiment s'entourer. Et il y a beaucoup de générosité aussi. Ce sont les gens que j'ai rencontrés, en tout cas, c'est vraiment pas du make money pur, quoi. Hein. C'est vraiment des gens qui sont comme ça portés par quelque chose pour changer le monde en mieux avec leurs moyens. Donc, il y a vraiment beaucoup d'humanité et beaucoup de partage et énormément d'entraide. Donc, oser demander de l'aide, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné non plus chez les enseignants. Voilà, et puis ne pas prendre personnellement les choses, simplement suivre son chemin avec le rythme qu'il doit avoir, donc parfois long. En particulier, tu vois, quand on s'installe en libéral, il faut 3 ans pour que ça démarre vraiment, enfin pour être libre financièrement. Hein. Donc, ne pas croire les opportunistes sur Internet qui disent qu'on peut gagner des sous en étant à la plage très rapidement. Voilà, puis il y a une autre vie en dehors de l'école. Et regardez où vous êtes appelés, quoi. Je pense que vraiment, ce qui va être important pour les gens qui peut-être se sentent pas bien ou
ont envie d'autre chose, mais ne le savent pas vraiment. C'est vraiment de prendre ce recul et d'être pas dans les histoires qu'on se raconte, mais vraiment dans qu'est-ce qui est vraiment là. Et revoir aussi son histoire à soi, c'est intéressant. On se dit, mais en fait, ah oui, mais j'ai créé ça à 12 ans, j'avais créé ça, mais j'aimerais tellement faire ça en fait. Et de se dire, mais en fait, tout était là très tôt. Et je l'ai développé d'une certaine manière à un certain moment de ma vie. Et peut-être que comment je pourrais le développer maintenant pour que ce soit cohérent avec vraiment ce que j'ai au fond du cœur. Et vraiment se dire, bon, bah, c'est peut-être un moment de ma vie. Alors, des fois, ça correspond à la quarantaine, enfin, peu importe, mais des fois, c'est un moment de ma vie où tout simplement, j'ai besoin de faire le tri et de revenir plus vers moi. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire, hein, c'est vraiment de se dire, mais en fait, plus je me développe moi, plus je m'écoute, plus je suis capable de donner. Donc, revenir vers soi et ça, vraiment se créer ce moment et être OK avec ça. Ce moment de je suis avec moi-même, je m'écoute. Donc, je souhaite que chacun puisse s'offrir ce moment. C'est exactement la mission de Zen et Prof, où quasiment toutes les semaines, il y a un post disant que soit d'abord, et après on peut donner, moi, le proverbe qui est the proverbe, c'est remplis d'abord ton tonneau et quand il débordera, les autres pourront en profiter. Merci Anne-Claire pour ce partage. Je mettrai sous la vidéo les liens pour retrouver ton groupe et puis avoir des coordonnées plus spécifiques en lien avec ce que tu fais. Merci encore Anne-Claire et puis on se retrouve pour une autre interview de Zen et Prof très très bientôt. À bientôt, ciao. À bientôt.